Très bien. Alors, bonsoir à tous. On arrive à la fin, presque à la fin, pas tout à fait encore, mais on a bien avancé notre séminaire sur l'apport du judaïsme français à la pensée juive moderne. Et on a vu ce qui constitue déjà les piliers de l'école de pensée juive de Paris. Donc, on a parlé d'André Neher et du Rav Léon Ashkenazi d'Imanitou. On a vu également les origines de ce renouveau et les traumatismes vécus par les acteurs de ce renouveau pendant la Shoah notamment, leur action à la résistance, etc. Et puis ce soir, on va parler d'une figure très spéciale puisque c'est la seule femme de l'école de pensée juive de Paris, Eliane Amado Lévy Valency. Non seulement la seule femme, mais également un cas assez unique, puisque on va voir que son histoire personnelle est très différente de celle de ses camarades. Donc, on va faire comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire en deux séances. Une séance véritablement sur sa vie et son œuvre et les grands axes de sa pensée. Et puis la seconde séance, beaucoup plus lecture de texte, explication de texte pour qu'on essaye de comprendre sa méthode originale. Alors, Eliane Amado Lévy-Valency, elle est née à Marseille en 1919 et elle va mourir à Jérusalem en 2006. À un jour d'intervalle, elle est née le 11 mai, elle va s'éteindre le 10 mai. Et elle aura été philosophe, euh, psychologue, psychanalyste, femme de lettres, intellectuelle, érudite, chef du département de philosophie et de pensée juive de Bar-Ilan, et beaucoup d'autres choses qu'on va découvrir ce soir. Donc une figure très attachante, elle a écrit plus d'une vingtaine de livres. Et elle est très très méconnue, très oubliée face aux grandes figures masculines comme Lévinas ou Neher ou Manitou qui ont eu beaucoup plus de lumière sur leur œuvre autant que sur leur personne. Et c'est peut-être dû justement à sa singularité. Alors, d'abord pour la comprendre, il faut remonter dans l'histoire de sa famille. Elle est originaire, donc elle est née Lévy-Valency, et Amado, ça sera son nom de femme mariée. Et les Lévy-Valency, c'est du côté de son père. Donc du côté de son père, c'est une famille de la haute bourgeoisie en Algérie et plus particulièrement à Constantine. Donc là, jusque-là, on est en terrain connu. En revanche, du côté de sa mère, elle est de la famille Alatini. Les Alatini, ils viennent directement de Salonique. Or, le judaïsme de Salonique, c'est-à-dire le judaïsme sous l'Empire ottoman, sous l'autorité de l'Empire ottoman, est très spécial, et les Alatini encore plus. Alors, pourquoi? D'abord parce que les Alatini, c'est ce qu'on surnomme les Rothschild de Salonique. Donc, ils ont une immense fortune, ils ont des banques, ils ont des maisons de commerce et ils font véritablement partie de l'aristocratie juive. Eliane Amado Lévy-Valency, elle va vivre son enfance dans des châteaux, de véritables châteaux, et elle aura une vie d'aristocrate, elle aura des percepteurs privés à la maison pour lui donner sa première éducation en humanité, les lettres, la biologie, la physique et les langues. Donc elle va apprendre chez elle à la maison. Euh, pour revenir juste sur les Juifs de Salonique. D'abord, contrairement à Neher ou Manitou, même Lévinas, elle n'a pas des origines françaises. Elle n'est pas donc ni des parents qui viennent de France ou des grands-parents qui sont nés en France, mais même on n'a pas comme en Algérie, l'Algérie qui était française, donc toute une culture française. On a ces juifs qui sont à Salonique depuis finalement 1492, c'est-à-dire depuis l'expulsion des juifs d'Espagne et du Portugal, eh bien Salonique est constituée d'une population juive à
68%, c'est-à-dire majoritairement juifs pendant des siècles. Il y a, et donc c'est très spécial, c'est un, un foyer intellectuel juif, c'est un foyer commerçant, c'est un point de passage, et il y a véritablement une communauté qui est cultivée, qui est lettrée, qui est souvent fortunée et qui s'attache à développer la culture. La famille Alatini, eux, viennent de Livourne, plus particulièrement d'Italie, donc, et arrivent à Salonique en, aux alentours de, si je me trompe pas, plutôt, je sais pas exactement à quel moment. Je vous dirai ça pour la date. Et Salonique est surnommée la Jérusalem des Balkans. Et en fait, donc on trouve à Salonique les Juifs qu'on appelle les Francos, donc c'est ceux qui vont venir d'Italie, d'accord? Et puis les Lévantins, ceux qui viennent directement d'Espagne et qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Euh, et les Francos, donc ceux dont fait partie la famille Alatini, eux sont de vrais aristocrates, sont des mécènes. Donc, ils développent la culture, ils sont de grands philanthropes, ils vont donner énormément d'argent puisque c'est l'époque où les réseaux des écoles de l'Alliance se développent. Donc, eux, ils vont participer à construire les réseaux des écoles de l'Alliance. Et également, d'ailleurs, la famille Lévi-Valency, donc d'Algérie aussi, qui fait partie de la haute bourgeoisie, qui est moins fortunée que du côté alatini, va également être philanthrope et aider au développement de la culture. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà avant la Shoah, à Salonique, il y a des remous et des troubles, puisque dès 1912, c'est ce qu'on va appeler la guerre des Balkans. Et Salonique, que va-t-il se passer? Salonique va changer d'autorité. Ça veut dire qu'elle va plus être sous l'autorité de l'Empire ottoman, des Turcs, et elle va passer à l'autorité grecque. Et donc là, évidemment, comme d'habitude, à chaque passage de pouvoir, qui c'est qui souffre? C'est les Juifs. Et l'apothéose, ça va être en 1917, l'incendie de toute la partie juive de l'île, un incendie terrible qui provoquera l'exode de beaucoup de Juifs de Salonique. Donc une communauté déjà meurtrie et marquée avant même la Shoah. Les Alatini, eux, donc, ont des maisons de fabrique et ont une succursale à Marseille. Ce qui les décident de partir s'installer majoritairement toute leur famille à Marseille, donc de rejoindre leur maison de Marseille. Et c'est Darius Alatini, donc le grand-père de Eliane, qui va s'installer à Marseille le premier. À Marseille, ils vont développer donc également banques, réseaux commerciaux, etc. Et les parents donc d'Eliane Amado s'appellent Sophie Edma Alatini et Félix Lévy Valency. Et elle a donc une enfance dorée, une éducation soignée, et elle vit à la Marseille dans la villa Éole. Et puis, le premier choc qui va traverser sa vie, c'est que son frère aîné, va mourir prématurément à 14 ans de la thyroïde. Eliane, à cet âge-là, a 5 ans et on lui cache cette mort. Elle sera au courant seulement après. Euh, on lui dit qu'il est parti faire des traitements parce qu'il est malade, etc. On lui dit pas qu'il est mort au moment où il est mort. Et, euh, et, et elle va vivre avec cette mort cachée. Elle va se retrouver finalement enfant unique dans cette famille d'aristocrates. Et ça va encore ajouter à sa particularité, à son originalité. Et puis, il va y avoir autour d'elle eh bien, une attention, une sollicitation encore plus marquée à cause de la mort de son frère. Ça veut dire que ses parents vont reporter toute leur inquiétude sur elle et elle va en même temps être très très proche de sa mère, donc vraiment fusionnelle et en même temps ressentir en permanence une espèce d'étouffement. Elle va vivre donc à la fois dans la solitude et l'ennui et l'étouffement de trop de sollicitude, mais en même temps un environnement extrêmement
riche pour le développement de son intellect. Et ce qui va la pousser, alors, attendez, un peu bazar dans mes feuilles, également même. Donc elle reçoit donc, on a dit une éducation classique, d'accord, humanité, langue et botanique, parce qu'elle aime beaucoup ça. Et puis, il faut dire également que sa famille, bien que ce soit des grands philanthropes dans la communauté, ils sont ce qu'on appelle sécularisés, c'est-à-dire pas totalement assimilés, mais très très laïques. Il y a quelques fêtes qui sont vues comme du folklore et il y a des réunions, une réunion à Pessah, une réunion à Kippour, une réunion de famille, mais il n'y a pas véritablement un sens religieux derrière ces pratiques. Et elle va découvrir des, des sujets de pensée juive par hasard, au détour des conversations. Donc, par exemple, elle va entendre parler de mystique juive, elle va entendre parler du Zohar et elle va être fascinée par ce mystère caché. Donc, toute petite, elle va entendre ça dans une réunion, comme ça, à la maison. Et, euh, et elle va également découvrir de cette manière le sionisme, puisqu'il n'y a pas encore la création de l'État d'Israël, mais il y a déjà les courants sionistes. Et comme les Halatini sont des grands philanthropes, alors ils reçoivent les revues, par exemple, du Keren Kayemet les Israël. Elles traînent sur la table du salon. Et c'est de cette manière-là que Eliane Amado elle est une véritable éponge, en fait, enfant, euh, et, euh, et influencée par tout ce qui se passe autour d'elle à ce moment-là, puisque euh, du, du fait du statut particulier de ses parents, leur maison est, est un salon intellectuel, un point de passage entre tous les courants, entre toutes les idées, sans être pourtant impliqué de manière personnelle ou existentielle, justement, à tout ce qui est religieux. Elle va donc avoir toujours, on lui reprochera plus tard, une sorte de rapport d'étrangeté euh, au judaïsme. Elle va, mais c'est cette c'est-à-dire, elle va venir au judaïsme et à toute la richesse juive sur le tard et au contact des intellectuels de pensée juive qu'elle va rencontrer donc pendant la guerre. Et ce fait de venir tardivement au judaïsme lui permettra d'avoir un regard plus libre, plus original, plus décomplexé peut-être de quelqu'un qui aurait grandi dans l'orthodoxie. Ça n'en fait pas pour autant une réformée, puisqu'on n'est pas dans ce partage-là, en tout cas à ce moment-là, puisqu'elle apprend. Euh, Mais donc, on a déjà deux éléments vraiment centraux de sa vie. Premièrement, la série de traumatismes qui va la toucher, donc la mort de son frère. Et après, il va y avoir la mort de sa mère aussi, on va voir dans quelles circonstances. Et puis, cette mystique juive dont on parle à la maison avec des mots qu'elle ne comprend pas et qui la fascine. euh, et qui la fascine. Un des tournants de sa vie, ça sera à 17 ans, donc après son bac. Ils vont décider de s'établir à Paris, de monter à la capitale et plus particulièrement à Saint-Mandé, dans un hôtel particulier de la famille Alatini, pour permettre à Eliane Amado, qui est décidée à faire des études, de pouvoir les faire. Alors, c'est très inhabituel dans sa famille, les femmes n'étudient pas normalement, mais elle sait très bien ce qu'elle veut faire. Elle veut étudier et pas n'importe quoi, elle veut étudier la philosophie et les lettres dans la meilleure université de France, à la Sorbonne. Et pour ça, ses parents sont d'accord, mais à condition que sa mère l'accompagne. L'accompagne à la fac, reste à côté d'elle sur les bancs de l'université, la chaperonne en quelque sorte. Euh, et c'est ce que fera sa mère pendant plusieurs années jusqu'à ce que sa mère en ait vraiment ras-le-bol de ces cours beaucoup trop long auquel elle ne comprenait rien et qui l'assomme. Et au fur et à mesure, elle relâchera un petit peu la pression sur sa fille, finalement, parce qu'elle aura mal au dos aussi en disant qu'on est vraiment très mal assis sur les bancs de la Sorbonne. Voilà, ça c'est
c'est pour la petite histoire. Mais donc, elle va commencer à ce moment-là sa formation intellectuelle. On est jusqu'en 1937 où dans la France va basculer dans le début de la guerre et la cession d'Hitler en Allemagne et puis les lois de Vichy, etc., qui vont forcément impacter Eliane Amadou. Mais ses études, pour elle, c'est une véritable conquête de son indépendance et de sa liberté, autant physique qu'intellectuelle. Euh, et elle va rencontrer ainsi les grands maîtres de son époque, puisque en philosophie à la Sorbonne, elle va fréquenter les mêmes maîtres que Emmanuel Lévinas en son temps, c'est-à-dire Holbach, Brunswick, Pradines ou Jean Val, avec qui elle sera très proche, et elle va avoir son certificat. euh, et Jean Val l'enverra ensuite chez son ami Jean Kelevitch à Toulouse. Alors pourquoi est-ce qu'à Toulouse, elle passe de la Sorbonne à Toulouse? En vérité, elle va vouloir passer l'agrégation de philosophie et euh, il y aura la restriction du statut des Juifs. Donc, elle se retrouve à Toulouse parce qu'elle passe en zone libre en fait. Mais petit à petit, ça avance et la zone libre se réduit. Et donc, au début, elle rentre à Toulouse avec Jean Kelevitch, qui devient son maître et son ami, et qui va faire sa formation intellectuelle, qui va lui faire découvrir Plotin, le néoplatonisme, les pères de l'Église, la philosophie médiévale. Et elle va faire des liens entre ces différents enseignements. Et ensuite, plus tard, quand elle va découvrir la Kabbale, elle va arriver à faire des liens entre les deux. Et puis, les lois de Vichy la rattrapent et l'excluent de l'agrégation, non seulement en tant que juive, mais également en tant que femme, puisque les lois de Vichy, à ce moment-là, interdisent aux juifs d'être à l'université, mais également aux femmes de passer l'agrégation de philosophie. À ce moment-là, elle a commencé à s'intéresser à la physiologie du corps humain, à la psychologie de la condition humaine, et elle va beaucoup se déplacer, donc en essayant d'échapper finalement à ce qui se passe en France. Et c'est comme ça qu'en 1941, elle va se marier avec celui qu'elle connaît depuis l'enfance, Max Amado, qui est devenu avocat. Et donc, ce sont des amis de la famille et elle se marie. Euh, donc, c'est un jeune couple qui va participer un petit peu à des actions de résistance, essentiellement en faisant des faux papiers. Ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là, l'étau se resserre. Jusqu'à présent, les Amado, Lévi-Valency, enfin les Lévi-Valency ont vécu de manière assez insouciante, en se disant, oui, bah nous, on est au-dessus de ça, on ne sera pas touché par tout ça, ça ne nous concerne pas. On pourra peut-être toujours payer les gens pour y échapper, mais bon. Euh, les nazis ne font pas de différence et le péril les rattrape, puisque d'abord, ça va être son oncle qui va être déporté à Drancy et qui ne reviendra pas. Et à la fin de la guerre, donc le véritable choc qui va transformer sa vie, sa mère est, euh, est attrapée par la Gestapo et déportée d'abord à Drancy et ensuite à Auschwitz, où elle sera assassinée. Et, euh, et c'est une véritable plaie béante. Et donc, c'est aussi un fil rouge pour comprendre l'œuvre d'Eliane Amado, puisque on peut vraiment penser que son œuvre va tourner, parfois sans le dire, autour de cette absence, autour de cette souffrance, quand elle va s'interroger sur l'origine du mal, sur la possibilité d'un dialogue, sur la communication, sur l'occultation des sources juives dans la pensée occidentale, eh bien, ça sera certainement en réaction aussi à ce qu'elle a vécu, à cet effacement volontaire euh, des nazis de l'être juif, que ce soit physique ou intellectuel. Et donc, elle, et puis les autres, hein, comme on a vu déjà, Neher et Manitou, vont travailler autour de ça. Donc, à la fois un travail théorique et une expérience existentielle. D'ailleurs, sa thèse de doctorat, euh,
Les niveaux de l'être, la connaissance et le mal, et bien plus tard un livre qui s'appelle La poétique du Zohar, vont être dédiés à sa mère, qu'elle perd à ce moment-là. Alors maintenant, reprenons le fil. La rupture de la Shoah avec l'Exode. Là, c'est plus la vie de château, hein, la déportation de sa mère. Et puis ensuite, elle se jette à corps perdu dans l'académie, dans l'université, à la Libération, ce qu'on a vu. Et puis, elle va avoir, c'est là qu'elle va rencontrer aussi, à ce moment-là, qu'elle rencontre donc, euh, par l'intermédiaire des penseurs qu'elle fréquente, qui l'envoie à des penseurs qui ressemblent à sa pensée. C'est ainsi qu'elle rencontre André Neher, qu'elle rencontre Manitou, qu'elle rencontre Lévinas. Et si au départ, il la considère comme une élève intéressante, elle va s'affirmer très vite comme une autorité intellectuelle qui peut rivaliser avec les plus grands. D'accord? Autant parce qu'elle a des sources, elle a un bagage littéraire, philosophique et intellectuel qui est très développé. Et elle va donc lier d'amitié avec Neher, Jean Kelevitch, on l'a dit, Jean Val, mais aussi Elie Wiesel, Jean Alpérine. Elle va écrire 3 doctorats en fait. Donc le premier, les niveaux de la connaissance et le mal en philosophie. Le second, en lettres, le rapport de Jésus à Israël. Et le tout premier, euh, en, en philosophie également, sur la conscience, non, excusez-moi, en psychologie, sur la conscience de la personnalité. Donc elle a trois chevals de bataille, vous avez compris, elle va devenir psychologue, psychanalyste, et puis elle va s'intéresser à la pensée juive, et en même temps, elle va maîtriser parfaitement la philosophie. Donc une grande liberté de pensée qui, en même temps, sera associée à une vie personnelle assez mouvementée, puisque après la déportation de sa mère en 1944 et une amitié qui ne cessera jamais avec Francine Bloch, elle va devenir professeure de philosophie à la Sorbonne, d'abord, donc en France. Elle va être nommée, donc quand elle a enfin son agrégation en 1948, après la guerre, parce qu'elle a aussi une volonté de faire. Donc, si une chose est impossible à un moment donné, elle va pas se laisser démonter pour autant. Et donc, elle attend la fin de la guerre pour pouvoir reprendre son agrégation là où elle s'était arrêtée et la continuer et la réussir. Et pas seulement la réussir, elle sort major de sa promotion devant tous les hommes qui étaient majoritaires à ce moment-là. Elle croise d'ailleurs Simone Veil, notamment Simone de Beauvoir à ce moment-là, qui sont finalement les rares femmes qui gravitent dans ces milieux. Et puis, on la retrouve après au CNRS dans le laboratoire de recherche. En 1953, elle divorce de Max Amado pour épouser Claude Veil, qui est lui psychiatre et professeur à l'école pratique des hautes études à Paris et qui est un pionnier en psychopathologie du travail. C'est lui notamment qui va développer ce fameux concept, vous avez dû entendre parler de burn-out. C'est lui le premier qui va utiliser ce terme. Mais elle divorcera également de Claude Veil en 1969. Et vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'elle garde ce nom finalement de Amado, puisqu'elle s'est déjà remariée et qu'elle s'est déjà redivorcée encore une deuxième fois? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a Amado Lévy-Valency, elle a écrit des articles, elle a commencé à donner des conférences, elle donne des cours, elle écrit des livres, et donc c'est véritablement son nom de plume, son nom de scène, elle est connue comme ça, donc elle ne va pas changer de nom. Et puis, Guerre des 6 jours, on a vu que c'était un choc pour nombre d'intellectuels juifs de langue française. Elle fait partie, vous savez, on a parlé des colloques des intellectuels, menés essentiellement par André Neher. Eh bien, aux côtés d'André Neher, qui est-ce qu'on trouve qui s'occupe
de toute l'organisation, c'est Eliane Amado Lévy-Valency. Non seulement elle s'occupe de l'organisation, mais c'est elle qui transcrit, c'est elle qui publie les actes des colloques. Donc finalement, si André Neher est l'âme des colloques, Eliane Amado, c'est véritablement la cheville ouvrière sans qui rien n'aurait été possible. On raconte aussi qu'elle aplanit entre tous ces hommes qui ont de gros égos bien affirmés. Souvent, elle aplanit les choses, elle fait le pont entre plusieurs personnalités qui se disputent et elle a sauvé plusieurs colloques de cette manière-là. Euh, et puis, comme donc, elle aussi, elle est rattrapée par cette guerre des séjours, par tous ces manifestants qui crient mort aux Juifs dans les rues de Paris, et elle décide de faire son alia. Mais contrairement aux autres, elle fait son alia parce parce qu'elle est appelée, on lui propose, avant même qu'elle arrive, un poste de professeur à l'université de Bar-Ilan. Donc, contrairement aux autres, elle ne se jette pas dans l'inconnu total, elle arrive déjà avec un bon poste en poche, et pas n'importe quoi, on lui propose de diriger le département de pensée juive de Bar-Ilan. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle qui va transformer ce département en disant impossible de faire de la pensée juive si on n'a pas également des bases en philosophie. Et inversement, impossible de faire de la philosophie à Bar-Ilan si on ne connaît pas la pensée juive. Il faut absolument que les deux départements fusionnent. Et c'est comme ça que le département pendant longtemps, va être un département de philosophie juive, où pour faire de la philosophie juive, il faut également avoir eh bien, des UV sur Platon, sur Aristote, etc., etc., sur Kant et tout le monde, pour comprendre que la pensée juive ne s'est pas développée en vase clos, mais qu'elle a toujours été dans l'histoire, en contact, en dialogue, en réaction avec la philosophie classique, avec la pensée universelle. Alors pas toujours, des fois avec des points communs, des fois avec un dialogue, des fois avec des ressemblances, des fois avec une avancée commune, mais souvent avec l'affirmation d'une différence, avec l'affirmation d'une originalité, avec une résistance entre les deux qui font que c'est une histoire commune et beaucoup d'influences de part et d'autre. D'accord? De la même manière que vous allez trouver l'influence de Platon et Aristote chez le Rambam, qui utilise la même langue et qui pourtant répond en disant nous partageons beaucoup de choses, mais sur certains points, le judaïsme apporte des choses qui ne sont pas développées dans la philosophie grecque, quand il parle, je sais pas, par exemple, des miracles ou de la résurrection des morts, pour vous donner un exemple, d'accord? Alors, notre. D'ailleurs, pour la petite histoire, Amado à Barilan, elle va avoir des élèves. euh, En fait, c'est une femme très spéciale. D'abord, elle est très belle, très très belle, et très maquillée, toujours très bien habillée. Elle met un point d'honneur à être très féminine. Et d'ailleurs, elle va croiser sur les bancs de la fac, donc je vous ai dit Simone de Beauvoir ou Simone Veil. Simone Veil, la philosophe, attention, pas l'autre. Et elle dira d'elle mais qu'est-ce que c'est que ces vieux épouvantails déguisés en hommes qui ont honte de leur propre féminité? Je ne comprends pas. Et donc on la remarque, elle laisse pas indifférent, elle a un très fort caractère, elle parle, elle s'impose face aux autres et elle n'est pas toujours aimée pour ça. Elle est très critiquée, mais elle s'en fiche, hein, puisqu'elle est au-dessus de ça finalement. Elle est toujours, elle a une présence comme ça de grande dame, d'aristocrate en fait finalement dans l'âme, même si elle est plus dans son château. Elle garde avec elle ces lettres de noblesse, même dans sa manière de parler, dans sa manière d'écrire, vous allez voir. Elle a une langue très, très belle et très recherchée. Euh, donc, elle a des élèves. Et après sa mort, oui, alors, donc elle a des élèves, elle a des amis et elle a beaucoup d'ennemis. Et puis, elle est très critiquée. Et puis, il y a des histoires autour de
de la fortune des Alatini, donc qui appartient à Amado. Et en fait, Amado, Eliane, va, vers la fin de sa vie, chuter dans son appartement à Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, sa santé va vraiment se dégrader. Elle va faire plusieurs AVC de suite qui vont petit à petit l'empêcher de parler, l'empêcher d'écrire. Euh, Elle va finir seule. Elle se renferme au fur et à mesure. Donc, on va la surnommer la vieille folle au chat de Jérusalem. Euh, Elle n'a pas d'enfant. Elle avait décidé très jeune, après la déportation et la mort de sa mère, de ne pas avoir d'enfant. D'une part parce que, dit-elle, elle ne voulait pas infliger cette époque de souffrance à un être, à un enfant, mais également parce que, pour deux autres choses. D'abord parce que dans sa famille, il y a beaucoup, comme c'est une famille d'aristocrates, il y a beaucoup de mariages consanguins entre cousins, entre cousines, etc., entre oncles et tantes et tout. Et donc, elle n'est pas sûre de la qualité de son sang, dit-elle. Enfin, elle n'est pas sûre d'avoir un enfant totalement normal. Elle a peur d'avoir un enfant handicapé ou quoi. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle elle ne veut pas d'enfant. Troisième raison, elle dit pour avoir une véritable carrière intellectuelle, pour être une femme de lettres, il faut se consacrer à son travail et je ne peux pas en même temps me partager et m'occuper d'un enfant. C'est pas possible de faire les deux. Ce qui est un peu décevant en fait quand on lit sa pensée, quand on... Enfin, vous allez voir tout ce qu'elle raconte sur justement le fait d'être femme et d'être juive et d'être intellectuelle, enfin de pouvoir tout faire en même temps, c'est un petit peu décevant. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel elle va revenir, mais ce sera trop tard quand elle va avoir des regrets sur le fait d'avoir un enfant. Elle ne pourra alors déjà plus avoir d'enfant, donc voilà. Donc c'est assez triste la fin de sa vie. Elle finit seule, elle finit folle, elle finit euh, presque ben, complètement, comment on dit, immobilisée par ses différents AVC. Et elle va être enterrée à Jérusalem un jour de pluie. Il paraît qu'il n'y aurait même pas eu Mignane à son enterrement. Je sais pas si c'est exact. Et le plus terrible, c'est que un de ses meilleurs élèves, donc un Israélien à Bar-Ilan, va reprendre la tête du département et va défaire ce qu'elle aura fait, va s'évertuer à, à découper, à redécouper à l'allemande le département de philosophie et le département de pensée juive. Donc son travail va être... et puis il va évidemment se servir de ses thèses et de son travail dans son propre travail. Je ne donnerai pas son nom ici, mais voilà. Baruch Hashem, après, il va y avoir tout ce qu'on va appeler l'école française de Bar-Ilan. Donc, il va y avoir à la tête du département de pensée juive, il va y avoir Beno Gross, il va y avoir Théo Dreyfus, il va y avoir Ephraim Meir. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, là, jusqu'à l'année dernière, il y avait Hanor Ben Pazi. Et eux vont s'inscrire dans le courant de l'école de pensée juive de Paris. Et c'est Hanor, il y a 3 ou 4 ans, qui a réussi à nouveau euh, réunir les départements de philosophie et de pensée juive. Donc aujourd'hui, le département s'appelle philosophie juive. Ça, euh, c'était pour la petite histoire. Donc, revenons à Eliane. Alors, excusez-moi, hein, c'est certainement parce que je suis très enrhumée et que j'ai très mal à la tête, donc je suis pas tout à fait aussi efficace que d'habitude au niveau de l'organisation. Mais bon, on va y arriver quand même. Alors, oui. Ok. Alors, on va s'intéresser maintenant aux grands axes de sa pensée. D'abord, je vais vous évoquer ces livres. Ces livres.
Ah oui, si, non, il y a quelque chose que j'ai pas dit. Elle est impliquée, elle aussi, dans le dialogue interreligieux. En France, ça va être le dialogue judéo-chrétien. Et puis, une fois arrivée en Israël, eh bien, elle s'implique dans le dialogue avec l'islam. Et elle va être très liée avec un philosophe arabe qui s'appelle Monsef Cheli, et avec qui elle a le projet d'écrire des livres de dialogue, justement, qui réfléchissent au lien qu'il peut y avoir entre l'islam et le judaïsme, et à un pont qui pourrait être créé entre les deux. Mais il va mourir assez jeune, et donc ils pourront pas faire ça. Euh, Au niveau de son évolution politique, alors là aussi c'est assez intéressant de voir que elle est euh, au départ assez libre, assez neutre, au fur et à mesure euh, assez de gauche, et au fur et à mesure de son implication dans la société israélienne, elle va petit à petit passer plutôt à droite. Mais avec apprendre avec des pincettes, d'accord? Parce que oui, qui c'est qui a levé la main? Qui c'est qui a levé la main? Quelqu'un veut poser une question, justement, par rapport à ça? Non, c'était peut-être une erreur. Euh, Apprendre avec des pincettes, parce que elle a un esprit très libre. Et donc, en termes de politique, elle n'est pas à mettre dans des cases, d'accord? Donc, elle va avoir un idéal démocratique qu'on met plutôt à gauche, d'accord? De vouloir, oui, développer le dialogue avec les autres nations, avec les autres populations, avec les autres cultures, de faire avancer tout ce qui est conditions de vie sociale et conditions sociales, etc., etc. Oui, donc ça c'est ce qu'on met généralement dans les programmes de gauche, mais au fur et à mesure, en termes de territoire, en termes de défense d'Israël, en termes de prise de position, ça va être plutôt centre droit. Enfin bon, bref, c'est pas très très clair. Vous vous ferez une idée vous-même quand on parlera justement de certains de ces écrits qui sont un petit peu politiques. Alors, maintenant au niveau de son œuvre. Donc voilà, euh, au niveau des livres. Le premier livre qui est publié, c'est le Moïse de Freud. Ok? Et elle développe ici la première partie de sa pensée, qui est ce qu'on va appeler, ce qu'elle va appeler la scotomisation. Ce n'est pas un gros mot, je vous l'épelle dans le chat. Scotomisation des sources juives. Où ça? Dans la pensée occidentale. Sa thèse, c'est que toute la pensée occidentale est hantée d'un refoulé, et ce refoulé, c'est la pensée juive qui est aux sources de toute la pensée occidentale, mais qui est soigneusement refoulé, soigneusement tu, soigneusement effacé de la place publique. Et son entreprise à elle, sa grande entreprise, ça serait de révéler toutes les sources juives cachées dans la pensée occidentale, que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans l'histoire, dans la sociologie, dans tous les domaines. Elle dit c'est un chantier à explorer. Donc ça, c'est la première trame qui va parcourir l'œuvre d'Eliane Amadou. Donc, le Moïse de Freud en 1984, vous avez compris que là-bas, elle va s'intéresser à la relation de Freud au judaïsme, à pourquoi est-ce qu'il a choisi la figure de Moïse, alors que paradoxalement, il va en faire un pur égyptien dans sa théorie freudienne. Mais on reviendra sur tout ça, d'accord? Au cours prochain, on prendra quelques thèmes et on les expliquera en détail. Là, je vous donne seulement quelques jalons. Euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxième cheval de bataille. Donc après, en 1963, elle va publier sa thèse de doctorat, vous vous rappelez, qui s'appelle Les niveaux de l'être, la connaissance et le mal. Et
Euh, Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, euh, elle va développer ses connaissances sur la mystique juive, sur la Kabbale et le Zohar. Donc, au départ, avec tous les textes de Gershom Scholem, d'accord, qui est l'expert de la mystique juive de l'époque. Donc, c'est au départ une connaissance très universitaire. euh, au fil du temps, donc par exemple en étant en contact avec quelqu'un comme Manitou, qui lui a une connaissance kabbalistique qui tient de ses maîtres d'Algérie, et ensuite de ses maîtres comme Jacob Gordin, etc., d'accord, qui est une connaissance beaucoup plus vivante. Alors Amado, elle va enrichir sa culture sur la mystique juive, et en même temps, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce livre? Donc elle s'interroge sur le mal dans le monde, et quand elle cherche aux sources de la mystique juive, et quand elle cherche aux sources de la philosophie, donc dans la philosophie antique, chez Plotin, chez les néo-platoniciens, etc., elle s'aperçoit qu'il y a euh, une pensée commune qui est la différence entre l'un et le multiple. En gros, que le mal dans le monde est issu de l'éclatement de l'unité première. Et le multiple est en même temps la concrétisation de la vie euh, personnelle sur la Terre, mais en même temps la source du mal sur la Terre. Ça, c'est en très gros la thèse, d'accord, qu'on retrouve dans le Zohar, ok, avec tout ce vocabulaire de l'éclatement des kélim, des étincelles perdues, euh, et du plan divin, qu'il faut retrouver l'unité et l'harmonie du cosmos en Dieu. Et donc, c'est ce qu'elle fait dans ce livre. Elle essaye de retrouver. euh, et comment elle le fait? Elle le fait par des niveaux. Donc, ce qu'elle appelle les niveaux de l'être. Alors, pour comprendre Amado, le truc, c'est qu'il faut avoir trois, trois, euh, trois tiroirs. Il faut avoir un tiroir philosophie classique, d'accord? Donc, en fait, là, quand elle nous parle de l'être, elle discute, elle prend le contre-pied de Heidegger avec l'être et le temps. Et elle prend le contre-pied, évidemment, de Sartre. D'accord. Euh, et en gros, qu'est-ce qu'elle discute? L'être comme totalité. La connaissance comme accession à l'être. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples et compréhensibles? Ça veut dire que la connaissance, le savoir, c'est arriver à saisir l'être. D'accord? Et donc, l'être pourrait être compris et, et intégré dans un système qui expliquerait les choses. Un système philosophique, par exemple. D'accord? Euh, à l'inverse, contre ça, on a des personnes comme Neher, comme Eliane Amado et comme Lévinas, si on a le temps de voir un petit peu, qui s'insurgent parce que dans les sources juives, le savoir, la connaissance, comment on dit connaître, la da'at. D'accord? Da'at, c'est la connaissance. Sauf que la da'at, ça concerne également l'homme et la femme. L'homme qui connaît sa femme, qui a une relation avec sa femme, qui est marié à sa femme, c'est le même mot qui est utilisé, ce mot de da'at. Donc cette connaissance, c'est pas une connaissance scientifique qui réduit l'objet à un objet de recherche, d'analyse scientifique avec un corps mort. C'est une relation de vie avec un corps vivant. C'est une relation d'homme à femme, c'est une relation charnelle, c'est une relation qui se développe dans le temps, qui est inachevée. Et euh, pour eux, cette idée de l'être, elle est dangereuse. Parce que pour connaître, dans le sens occidental, il faudrait tuer. C'est seulement en analysant un sujet, en disséquant un corps, qu'on va pouvoir avoir une connaissance scientifique de cette chose-là. Et ça arrive. Donc, et elle explique, comme d'autres penseurs après elle, que si on suit la pensée de Heidegger jusqu'au bout, on arrive logiquement au nazisme et à l'extermination des juifs. Parce que pour les connaître, eh ben,
les tuer et pouvoir les disséquer leur corps, faire des expériences sur eux pour trouver justement cette essence juive. Euh, enfin, ça, c'est une chose. Euh, je me suis un peu éloignée parce que dans cette thèse de doctorat sur les niveaux de l'être, la connaissance et le mal, elle parle essentiellement de Plotin, de Platon, de Schopenhauer, de Spinoza et d'un écrivain anglais qui s'appelle Lawrence. Et pourquoi elle les met tous dans le même sac? Parce qu'elle dit il y a chez tous ces penseurs une idée de vitalité, un élan vital qui traverse le temps, qui traverse l'histoire et qui va permettre à l'unité éclatée, aux multiples, de retrouver l'harmonie par ce passage dans la vie. Bon, c'est un petit peu compliqué, vous avez compris elle est spéciale. Et donc sa pensée est assez difficile à suivre. Ce que vous avez peut-être commencé aussi à comprendre quand j'ai parlé du Moïse de Freud, c'est qu'elle va utiliser les théories psychanalytiques et psychologiques pour comprendre eh bien, la pensée juive ou la Bible, par exemple. D'accord? Et expliquer les choses. Donc, quand elle parle du refoulé de la civilisation occidentale comme l'idée juive, comme le juif, comme refoulé d'égoïme, en fait, comme lapsus révélateur, eh bien, elle applique directement euh, un motif psychanalytique, d'accord, freudien, à l'histoire du monde. Et elle fait ça avec beaucoup de choses, vous allez voir. En 1991, justement, elle écrit un livre qui s'appelle Job comme réponse à Jung. Alors, ce livre-là, précisément, moi, je ne l'ai pas lu. Donc, je vais éviter d'en parler. Je vais essayer de me renseigner dessus pour pouvoir vous en parler. En 1996, elle va enfin publier La poétique du Zohar. Alors, ce livre-là, il est très étonnant. Elle explique son projet. Elle dit, voilà, euh, je veux partager avec vous une entrée dans le Zohar. Mais je ne suis pas entrée dans le Zohar comme tout le monde. Ça veut dire que je n'ai pas étudié pendant 40 ans la Torah et ensuite le Talmud et ensuite avec un maître après 40 ans, euh, pas à pas pour entrer dans la mystique juive. En revanche, vous avez compris qu'elle est autodidacte, qu'elle fait des liens, associations d'idées, etc. Et puis qu'elle apprend énormément, qu'elle est une véritable éponge, autant au niveau des gens qu'au niveau des livres. Donc elle dit, voilà, je suis entrée dans le Zohar avec des amis, avec des maîtres, avec des livres, avec beaucoup, beaucoup de connaissances. Et j'ai fait des ponts, j'ai fait des liens, j'ai fait des associations d'idées. Et qu'est-ce qui m'a permis d'entrer dans le Zohar? C'est ce qu'elle appelle la poétique. Elle dit la poésie, c'est la langue universelle. C'est ce qui permet de comprendre quelque chose, même si tu n'as pas toute la connaissance qui va avec. C'est de comprendre quelque chose par l'image, par l'effet que ça a sur tes sens, par les sons, par, par la transformation de ton être par cette poésie. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est totalement, ça colle à l'idée que le Zohar, c'est pas, euh, il y avait par exemple dans le monde séfarade l'étude du Zohar, ok? Pas seulement comme une étude euh, pour apprendre quelque chose, mais petit 1 comme une étude euh, de Kabbalah Mahassite, ça veut dire que lire le Zohar, ça avait autant d'effets que lire les psaumes, c'était aussi important au niveau de la prière, au niveau de l'effet qu'on avait sur le monde et sur Dieu. D'accord, ça c'est petit 1. Et petit 2, ça c'est Charles Mopsic qui le dit. Alors, juste pour vous resituer qui est Charles Mopsic, je vous écris son nom dans le chat. Charles Mopsic. C'est un génie qui s'est éteint bien trop tôt, je crois qu'il avait 37 ans, et qui a traduit en français tout le Zohar, des passages du Talmud, des tas d'écrits de la mystique juive, enfin qui a mis à notre portée en fait des textes qui ne l'étaient pas. Et voilà, donc Charles Mopsic, vous trouvez son nom très souvent en fait quand vous cherchez les traductions françaises. Euh, Charles Mopsic.
livreur. Et donc Charles Mopsic, il écrit que la lecture du Zohar a un effet sur le lecteur, même quand celui-ci ne comprend pas ce qu'il lit. Comme, comme, comme lorsqu'on apprend ou qu'on lit des prières et qu'on n'a pas forcément, qu'on connaît pas forcément mot à mot le sens de tout ce qu'on lit, ou comme une lecture de paracha ou de haftara qui ne va pas être uniquement une lecture intellectuelle, une lecture de connaissance ou d'apprentissage, ni seulement une lecture de transmission, mais qui est aussi une lecture qui a un effet sur la personne. C'est pour ça que c'est une lecture vivante. Il y a une rencontre avec le divin, il y a une dvécoute. Alors là, on est dans le chassidisme aussi, ok? On a cette démarche qui est justement ce qu'on appelle la Kabbalah, parce que Kabbalah, qu'est-ce que c'est le mot Kabbalah? C'est recevoir, et, et donc se faire un récepteur, un récipient de cette présence divine à travers les lettres sacrées, les lettres de l'hébreu, à travers la lecture des récits et des textes sacrés. Donc, elle nous invite à une entrée dans le Zohar à partir de la porte qu'elle a trouvée, qui est la porte de la poésie, et qui parle à tous, dit-elle. Et donc, même moi, petite euh, et anonyme, enfin, pas si anonyme que ça d'ailleurs, je peux entrer dans le Zohar à ma manière. Et donc, mais ce qu'elle fait, parce que bon, elle nous le présente comme ça, mais en vérité, c'est un travail immense. Et c'est le travail d'une chercheuse, et c'est le travail d'une philosophe, et c'est le travail de quelqu'un qui a commencé quand même beaucoup, beaucoup, et depuis très longtemps à étudier la pensée juive. Donc, finalement, c'est pas un travail si anodin que ça, ni si innocent que ça. Et elle défriche en vérité les grands axes, les grandes idées directives de la mystique juive et du Zohar. Et qu'est-ce qu'elle découvre, ou qu'elle redécouvre, c'est que toute la mystique juive repose sur l'union du masculin et du féminin. Que le cosmos repose sur l'idée que le principe masculin et le principe féminin, qui sont également en Dieu, doivent s'allier sur la terre pour recréer l'unité divine qui a éclaté. Et donc elle va traduire ça dans ses autres livres, elle va traduire ça en pensée, en disant, c'est seulement lorsque les êtres, les hommes et les femmes sauront enfin se parler, sauront enfin s'écouter, se respecter et être des couples équilibrés, que l'unité divine sera dévoilée sur la terre. Et donc là, elle fait référence au Midrash dont on a déjà parlé, que Manitou répète souvent, de la lune et du soleil. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé à la fin du cours sur Manitou. À la fin des temps, la lune et le soleil pourront à nouveau briller d'un même éclat et qu'ils auront la même taille, mais qui pourront coexister. Et Eliane Amado, elle voit ça comme l'avènement du masculin et du féminin, comme couple, mais comme couple à l'image de Dieu. Et là, donc après, elle explique tout le schéma des séphirotes, et enfin toute la Kabbalah, toute la mystique, etc. L'équilibre qu'il y a entre les différentes sphirotes, des fois des sphirotes masculines, des fois des sphirotes féminines, etc., etc. Donc ça, c'est la poétique du Zohar. Mais après ça, elle va publier un autre livre assez énorme et qui s'appelle justement La nature de la pensée inconsciente. Là, elle revient sur cette idée euh, qu'il y a une pensée cachée dans l'histoire des hommes et que cette pensée qui est cachée et que les hommes ne veulent pas s'avouer, c'est la pensée juive. Et donc, elle va aller plus loin que son premier livre, elle va essayer vraiment de schématiser, de théoriser cette idée en donnant des exemples, d'abord en montrant comment parfois le juif ressort là où on ne l'attend pas, ou alors se voit comme le nez au milieu de la figure et pourtant n'est pas nommé euh,
dans toute la production littéraire, cinématographique, artistique du monde occidental. Euh, et en fait, elle va toujours allier euh, des textes très philosophiques, des livres qui vont être très psychanalytiques, d'accord? Donc, et aussi parfois des trucs un peu plus, des pamphlets un peu plus littéraires, des trucs un peu plus politiques. Donc après, par exemple, elle va publier La communication, qui va essayer d'être une herméneutique de comment marche la communication. Mais d'abord, elle part sur des bases de psychanalyse, en expliquant, voilà, comment ça se passe une psychanalyse. Et à partir de ça, elle arrive à analyser ce que serait un langage qui serait sain. Elle dit parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un entreprend de faire une cure psychanalytique, d'accord, qu'il entre en psychanalyse, il va assainir son langage, il va sortir de sa situation traumatique. En fait, elle l'a. Maintenant, voilà, maintenant on arrive au point culminant, d'accord? Et c'est ma thèse à moi, c'est ce que je pense. Je pense que si on veut trouver le, le décodeur de toute la pensée d'Eliane Amado, il faut se focaliser sur la notion et le concept du temps. Parce que, d'abord avec ses maîtres en philosophie, Bergson, Jean Kelevitch, Jean Val, ils vont tous s'occuper de cette question de temps, et par exemple Bachelard aussi, etc. Mais donc ça sera en philosophie. Et après en psychologie, en psychanalyse, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que la psychanalyse, c'est quoi? C'est le temps de la guérison. Et le temps de la guérison, il passe par l'émergence d'un dialogue et l'émergence d'un langage qui est sain. Et qu'est-ce que c'est qu'un névrosé, par exemple? Elle dit qu'est-ce que c'est qu'un névrosé? C'est quelqu'un qui est bloqué dans le temps. Ça veut dire qu'il n'arrive plus avec sa conscience à établir un lien, une durée entre le passé, le présent et le futur. Le névrosé ou le traumatisé revit tout le temps, de manière névrotique, son traumatisme. D'accord? Et le dialogue qui va s'instaurer entre le patient et le psychanalyste va permettre d'ouvrir ce temps qui est bloqué, ce temps cyclique, va permettre de l'ouvrir à nouveau sur un temps linéaire. Et, euh, et donc, elle trouve ça en petit dans la psychanalyse, adapté à l'être humain, d'accord, à l'être humain individuel. Et en fait, elle va étendre cette idée du temps. Ah, pardon. Elle va étendre cette idée du temps à la pensée juive, à l'histoire juive, à l'explication de la mission du peuple juif sur la terre, de l'histoire juive, du plan divin, et elle va trouver les sources, toute cette origine-là, elle le trouve dans la mystique juive, dans le Zohar. Et en fait, on peut distinguer donc chez Amado trois particularités du temps, le temps comme guérison, le temps comme émergence du dialogue, et le temps comme équilibre, harmonie entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire que l'histoire, c'est l'histoire du fiancé et de la fiancée de Shirachirim qui se perdent, qui se cherchent, qui se ratent, qui souffrent l'un loin l'un de l'autre, qui s'aiment éperdument, qui s'aiment charnellement et qui un jour vont se retrouver. Et ce jour-là, comme dans les prophéties, tu ne m'appelleras plus Baal, le maître, et là, Ishi, euh, Isha, Ishi, ça veut dire mon homme et ma femme. Ishi, c'est aussi quelque chose qui est intime, qui est personnel. Et donc après, c'est logique en fait, tous les livres qu'elle va écrire après. Donc elle écrit sur la communication, elle écrit le temps dans la vie psychologique. Donc là, elle s'attache véritablement à la cure psychanalytique. Elle écrit le temps dans la vie morale. Alors qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de morale? Elle appelle ça le devoir moral, l'éthique. Donc elle est très très influencée par tous ceux qui sont autour d'elle, d'accord? Elle est influencée par Lévinas, on verra pourquoi quand on parle de l'éthique. Elle est influencée par Néer, parce qu'on avait vu avec Néer qui parle du temps des Hébreux, le temps engendreur, d'accord? Le temps des générations. Elle est influencée par Manitou qui parle des Tolédotes, mais elle en fait quelque chose de très personnel en ajoutant sa touche.
psychanalytique et littéraire et mystique, etc., etc. Qu'est-ce que c'est le temps dans la vie morale? La pensée inconsciente qui hante le monde, cette pensée juive, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si c'est pas une pensée de l'être, et c'est pas non plus une pensée de l'avoir, c'est une pensée de rapport, c'est une pensée de lien, c'est une pensée de précaution, c'est une pensée de devoir être. Ça veut dire comment se comporter finalement avec les autres, comment garder la vie, comment sauvegarder la vie. C'est une pensée éminemment éthique, éminemment morale. Parce que le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov est bon. Et c'est le message du Zohar. C'est que pourquoi est-ce qu'il faut recréer l'unité divine qui a éclaté? Parce que dans le multiple, il y a la souffrance, il y a le mal, et il y a la nostalgie du bon, la nostalgie du bien, la nostalgie de l'unité. Et donc ce n'est que en multipliant les bonnes actions, en multipliant l'attitude morale, éthique, en ayant un sens du devoir, de devoir sauver les autres, de devoir protéger le Ham Israël, de devoir, de cette pensée qui t'oblige à faire les choses parce que tu sais que si toi tu les fais pas, personne ne va les faire à ta place. Et que tu as un sens du devoir qui est plus fort que ta propre vie. C'est cette pensée de le temps dans la vie morale. Elle dit le temps, finalement, il ne compte pas s'il n'est pas moral. Et là, il y a une pensée très, très, très importante qui est dite ici. Ça veut dire que ce qui se construit au fil du temps, c'est le bien. Voilà, c'est ça qu'elle dit en fait. Et que le mal, depuis le début, est une force de destruction qui équilibre la vie. D'accord? Parce que elle a l'origine de sa pensée dans la mystique, dans le Zohar, ok, qui explique que bah, le mal et le bien, ça vient de Dieu, qu'il n'y a pas la vie sans la mort et la mort sans la vie, d'accord? Mais que le but du jeu, c'est quoi? C'est d'arriver à la vie éternelle, d'arriver à l'éternité, c'est-à-dire de dépasser la mort, de dépasser le mal, d'arriver dans le bien absolu. Et pour arriver à ce bien absolu, ça ne peut se passer que dans le temps, que dans un processus petit à petit. Ça veut dire, c'est ça les étapes de la délivrance, de la Géoula. Ok? Elle traduit en langage philosophique et en langage psychanalytique, en fait, la pensée mystique du Zohar. C'est ça qu'elle fait. Euh, alors voilà. Après, il y a d'autres livres. Il y a L'imagination, philosophie et tradition juive. Celui-là non plus, je ne l'ai pas lu. En fait, c'est très difficile de pouvoir lire Eliane Amado Lévy-Valency parce qu'aujourd'hui, d'abord, ces livres depuis très longtemps ne sont pas édités et qu'il faut retrouver ces livres donc qui restent et qui sont éparpillés un petit peu partout. C'est toi et ta chance si tu trouves ces bouquins. Euh, la dignité des mots, la névrose plurielle, tentation et action de la conscience juive, ça, c'est les actes des colloques. Donc ça, c'est le premier colloque sur la conscience juive. Donc là, elle n'est pas toute seule, c'est avec tous ses amis, c'est un recueil commun. Les voies et les pièges de la psychanalyse. Ah, alors voilà, autre chose. Le grand désarroi aux racines de l'énigme homosexuelle. Alors, ça, on va parler de ça. Donc, vous avez compris, cheval de bataille de Eliane Amado, les femmes, mais les juifs aussi. Donc, elle combat l'antisémitisme et elle essaye de comprendre l'antisémitisme, le mécanisme de l'antisémitisme, les racines de la haine du juif dans les textes bibliques. Et puis, elle va, en travaillant sur les femmes et sur les juifs, elle va presque de manière logique arriver aux figures d'étrangeté,
aux figures d'étrangers, aux figures de ceux qu'on veut effacer. Et donc, c'est comme ça qu'elle va se retrouver à écrire sur les Noirs et sur les homosexuels. Et elle va essayer d'expliquer l'homosexualité dans la Bible, avec la pensée juive. Et donc là, elle se livre à un exercice assez périlleux et assez intéressant. Donc là encore, elle mélange philosophie, psychologie et pensée juive. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, voilà, si on conçoit que le projet divin, c'est d'allier le masculin et le féminin, alors on comprend l'interdit biblique de, euh, de l'acte homosexuel. Parce que c'est un acte qui ne peut pas amener la vie, qui ne peut pas faire que le masculin et le féminin vont concevoir des enfants et contribuer au plan divin d'arriver à la fraternité, au Fils de l'homme, etc. Ok. Alors elle dit, mais alors maintenant, comment est-ce qu'on va expliquer l'homosexualité qui existe malgré tout, qui existe dans le monde, et qui non seulement existe dans le monde, mais existe également dans la Bible? Alors, ça, c'est sa thèse à elle. Elle dit, voilà, si on regarde par exemple l'amour que porte David à Jonathan, c'est une sorte d'amour qui peut être assimilé à un amour entre hommes. Pourquoi elle dit ça? Donc, elle invente pas ça, d'accord? Elle vient pas en essayant de, de calquer ses idées sur le texte, encore que il faut s'en méfier quand même. Mais elle trouve que l'expression qui est utilisée pour parler de l'amour entre David et Jonathan, c'est kenafsho, comme sa propre âme. Et donc elle dit, il y a un rapport d'âme entre ces deux hommes qui dépasse l'amour terrestre, qui est vraiment de l'ordre du plus grand amour possible entre deux êtres. Ok. Elle dit, mais quelle est la place de cet amour à cet endroit de l'histoire d'Israël? Et là, elle nous explique que il y a plusieurs sortes d'amour et plusieurs sortes de couples qui préparent en fait la venue du Mashiach. Elle dit où va naître le Mashiach? Eh bien, dans la famille de David, plus particulièrement avec Shlomo, ok, et avec David et Bathsheba, ok, qui vont avoir Shlomo, qui va construire le Beth Amikdash et qui sera l'ancêtre du Mashiach. Et elle dit, au moment où le masculin et le féminin se perdent et ne peuvent plus se parler, ne peuvent plus se trouver, ne peuvent plus établir un couple viable dans l'amour. Donc en fait, elle retrace tous les couples dans la Torah. Elle parle de Abraham et Sarah, elle parle de, de, de Rivka et Yitzhak, et etc., etc. D'accord? Vraiment, elle fait une analyse de chaque couple. En nous expliquant pourquoi parfois les couples sont équilibrés, parfois ils sont déséquilibrés, parfois il donne une bonne suite ou alors au contraire c'est un ratage total. Par exemple, elle explique que pourquoi Abel et Caïn se tuent l'un et l'autre, c'est à cause de leurs parents. On verra ça, d'accord, quand on regardera ces textes. Pourquoi leurs parents? Parce qu'ils ne pouvaient pas se parler. Et pourquoi ils ne pouvaient pas se parler? C'est pire que ça. C'est-à-dire que Chava, elle appelle Caïn Caïn. Caïn, c'est j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Ça veut dire que Chava, quand elle a eu son fils, elle avait déjà sorti de l'image Adam. Il n'était pas présent dans la conception de l'enfant. C'est ce qu'elle explique. Elle dit, elle dit donc voilà comment on arrive à l'homosexualité. Elle dit, il y a des moments de l'histoire où le masculin et le féminin n'arrivent pas à se rencontrer, se sont perdus, se sont brouillés. Ils n'arrivent pas à avoir un dialogue, ils n'arrivent pas à établir un amour sain et qui pourrait donner des enfants qui seront des machiars. À ce moment-là, on va avoir des amours homosexuels, d'accord? Mais donc elle le met entre guillemets, finalement c'est un peu une métaphore, enfin pour elle ça n'est pas vraiment une métaphore, en tout cas pas en tant que psychanalyste, puisqu'elle traite des homosexuels aussi, donc c'est tout un discours aussi qui aujourd'hui euh, est, est difficilement recevable face aux théories modernes, d'accord? Eliane Amado, en tant que psychanalyste, elle essaye de soigner les homosexuels en essayant de comprendre pourquoi ils le sont devenus et qu'est-ce qui les empêche euh, d'être d'aimer des femmes, par exemple, d'accord? Aujourd'hui, dans les théories sur l'homosexualité,
ça serait pas reçu du tout, les thèses d'Eliane Amado Lévy-Valency. Mais bon, pour revenir à l'explication, donc elle dit que au moment où le masculin et le féminin se perdent et n'arrivent plus à retrouver de chemin l'un vers l'autre, alors les amours homosexuelles, elles viennent apaiser l'époque. Elles viennent redonner foi en l'amour. Elles viennent finalement préparer le terrain à ce que le masculin et le féminin s'apaisent et puissent se retrouver à la génération d'après. En fait, elle explique qu'il y a eu tellement de tensions entre le masculin et le féminin qu'il faut des moments où ils se séparent et donc il y a d'autres amours qui recréent une fraternité dans l'humanité, qui recréent un terrain propice à ce que, à nouveau, le masculin et le féminin puissent venir l'un vers l'autre. Voilà, je vous fais part juste de la théorie d'Eliane Amado Lévy-Valency. Euh, ce ne sont pas mes idées à moi, hein, je suis là pour vous présenter des penseurs et après vous en faites ce que vous voulez. Et donc c'est intéressant. C'est intéressant d'abord dans l'histoire des idées, c'est intéressant en termes de pensée juive, c'est intéressant en tant qu'originalité d'une intellectuelle et d'une penseuse qui ose en fait avec tous les domaines qu'elle essaye de maîtriser. Euh, c'est très courageux de sa part. Il faut dire qu'elle n'a pas peur d'aucun jugement dans aucun des domaines. Ça veut dire qu'elle n'a pas peur de ce que le monde orthodoxe va dire, mais elle n'a pas peur non plus de ce que le monde philosophique va dire. Elle n'a pas peur de la doxa, c'est-à-dire la norme actuelle. Et je crois que c'est aussi ce qui va causer le fait qu'elle est très très ignorée aujourd'hui, qu'elle est très peu lue, qu'elle est peu reçue, parce qu'elle a des idées un peu trop originales et qui dérangent tout le monde en fait, dans tous les milieux et dans tous les niveaux, que ce soit les laïcs ou les religieux. Je pense que Amado, elle va avoir du mal à passer un peu partout. Mais c'est ça qui fait tout l'intérêt d'aller voir ce qui se passe chez Amado. Parce qu'elle nous permet de penser un petit peu autrement. Et sans forcément adhérer à ses idées, elle nous permet de voir le monde différemment. Et c'est très important. C'est très important pour faire en sorte que la pensée juive soit vivante, justement. Et c'est de pouvoir la regarder à chaque fois avec un œil nouveau. Et pourtant, malgré tout, toujours à l'aune de la tradition, d'accord? Ça veut dire sans forcément détruire quelque chose, mais en renouvelant le sens. Et ça, c'est véritablement une entreprise de l'école de pensée juive de Paris, dans laquelle Eliane Amado s'illustre avec brio. Euh, il me reste, ça y est, là, on arrive à la fin. Juste pour, voilà, juste pour terminer, les, les élèves d'Amado les plus connus, ça va être en France un monsieur qui est niftar, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui s'appelait Raphaël Drahi. Vous avez dû en entendre parler, il a écrit pas mal de livres de pensée juive. Voilà, je vous mets son nom dans le chat. En Israël, il y a Dov Ersenberg, qui enseigne à Bar-Ilan encore, je crois, ou alors il est retraité, je sais pas. Et Ariel Kolonomos. Voilà. Les 5 dernières minutes qui restent, moi je préfère vous laisser, si vous voulez, poser des questions, parce que c'était quand même très très riche, très éclectique, très spécial. Des hauts, des bas, une une vie mouvementée, beaucoup de souffrance dans sa vie. euh, et pourtant, toujours un idéal, toujours une volonté de réparer le monde par la pensée, par ses écrits, par sa transmission. Donc une très très grande femme. Ah oui, et le petit truc croustillant que je ne vous ai pas raconté, c'est que l'héritage incroyable d'Eliane Amado Lévy-Valency, toute la fortune des Alatini, a disparu. Quelqu'un a mis la main dessus, apparemment. Et
y a des histoires de famille, on ne sait pas qui est responsable, on ne sait pas où est l'argent, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il est quelque part. Voilà. Voilà, voilà. Ok, merci beaucoup. Très intéressant. Wow. Merci beaucoup. Du coup, il y a une chasse au trésor organisée. Ah ouais, là, on peut y aller à plusieurs, là. Non, puis ça a fait des histoires de famille pas possibles. Chacun. Enfin, Merci beaucoup et ouais, bonne soirée. bonne soirée. Au revoir et merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Au revoir.